Depuis des siècles, tous les 7 ans, et jusqu'à cette année 2023, les Ostensions limousines sont l'occasion de cérémonies et de fêtes grandioses qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes dans plus de 20 communes du Limousin, essentiellement en Haute-Vienne, mais aussi en Creuse, en Vienne et en Charente. Ce formidable mouvement de piété populaire qui dure depuis plus de 1000 ans constitue en soi un patrimoine, comme en témoigne son inscription le 4 décembre 2013 à l'inventaire du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais au-delà des traditions, elle permet aussi la préservation de tout un petit patrimoine rural. Exemple à Hesse avec le père Fernandez, curé doyen du secteur. Et je me souviens que sur le parcours, c'était des croix en bois, en plus ou moins bon état, parce que des croix en bois sur un socle en pierre ou en ciment, ça finit par s'altérer, ça disparaît. Elles penchaient plus ou moins. Et ces dernières années, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, voilà, il y a eu ce projet de mettre des croix en granit avec un arrangement un peu du site. Alors ce que l'on sait, c'est que ces croix en granit, si on ne les casse pas volontairement, elles sont là pour assez longtemps, voire très longtemps. Il y en a une que je connais à Saint-Christophe, à Essuie-Bras, qui est datée de 1600, je ne sais plus combien, 20 ou 25. Et cette pierre, c'était une pierre à la croisée des chemins, dans ce petit village de Essuie-Bras, à Saint-Christophe. Et la pierre a même été incrustée dans l'angle du mur de la maison, à l'angle des rues. C'est très intéressant, ça. Voilà. Autrement dit, ces croix-là, il y a eu cette évolution, c'est une prise de conscience commune un peu, qu'on pouvait peut-être faire un peu autrement, et faire avec des éléments du vivant d'aujourd'hui. Alors à Abzac, si vous allez du côté du château de Serge, chez Mme Gutin, vous verrez qu'il y a une grande croix qu'on vient de remettre en place, qui est en chêne, sur un socle assez important, parce qu'elle est un petit peu plus grande. Et puis, au pied, il y avait quelque chose qui était un peu enterré, qui s'appelle une pierre à cupule, qui était une pierre des sacrifices païens d'autrefois, dans ce que l'on sait. Il y en a très peu. Il y en a une à Hesse, quelque part, là, que j'ai repérée. Voilà. Et cette pierre, j'ai demandé qu'elle soit mise devant la croix. Ça fait un peu comme si c'était un bénitier. En fait, l'origine, c'est pas un bénitier. Voilà, c'est une pierre de sacrifice très ancien qui est là-haut sur ce site. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'on aimait bien sacrifier comme ça à hauteur, avec une grande vue. Il y a des raisons entre guillemets liturgiques pour tout cela, pour tous ces rites. Les Ostensions suscitent aussi parfois des redécouvertes de documents historiques. Daniel Odon-Hurel, historien et président de l'association Ostensions Patrimoine culturel immatériel. Nous avons trouvé un manuscrit d'un panégyrique, donc un sermon autour d'Israël et Théobald, un panégyrique totalement inédit du XVIIe siècle, prononcé au Dora au XVIIe siècle, et sans peut-être dans les premières ostensions ou plus ou moins du Dora. Et nous donnerons une série de conférences pour expliquer ce panégyrique qui va être édité par la suite. Et puis il sera redonné en concert dans la collégiale par un comédien de la Comédie Française qui s'appelle Michel Vuillermoz. D'ailleurs, pour Daniel Odon-Hurel, les missions de l'association Ostensions Patrimoine culturel immatériel, c'est valoriser, c'est veiller à ce que, je dirais, on n'est pas les gendarmes des festivités, évidemment, mais veiller à ce qu'il y ait toujours ce rapport, évidemment, avec la base, ce qui est l'ostension de reliques. C'est aussi faire le lien entre ce qui est vécu, qui est une histoire, ce qui a donné lieu aussi à des éléments importants. Il y a des objets, on pourrait parler des reliquaires, évidemment, mais il y a aussi des bannières, il y a aussi des tas de médailles, il y a aussi tout ce patrimoine en fait d'objets qui est souvent, qui peut être parfois un petit peu en danger parce que difficile à protéger, difficile à conserver. Il y a aussi la production moi je suis très attaché à ça, c'est-à-dire que la production et la transmission de savoir, de connaissances autour du fait ostensionnaire. Moi j'étais très sensible dans votre introduction de dire que la septennalité c'est le XVIe siècle, c'est-à-dire de montrer finalement qu'il y a une histoire qui est ancrée dans le siècle et que les ostensions, c'est pas un bloc figé et que celles de 2023, elles sont différentes évidemment de celles du 19e, de celles du 17e, du 18e, etc. et qu'elles correspondent à une histoire et cette histoire, il faut continuer à la travailler. Il y a aussi beaucoup, donc je parlais des objets, il y a aussi des sources iconographiques très importantes. Nous on essaye de préserver, de contribuer en tout cas
à préserver ce patrimoine. C'est une volonté que l'on a. On a 2 fonds qui sont tout récents, qui vont être conservés, et qui sont en étude. Un à la médiathèque du Dora, qui concerne boîte par boîte toutes les villes ostensionnaires depuis les années 60, qui nous a été confié par un membre de l'association, tout simplement par Bernard Gors, qu'on connaît bien, et qui a légué, enfin qui n'a pas légué, parce qu'heureusement il est vivant, qui a donné en fait son fonds à l'association et que nous avons confié à la médiathèque du Dora. Et puis il y a le fonds, il y a plusieurs dizaines, peut-être centaines même de diapositives faites dans les années 70-80, des ostensions autour de Saint-Junien surtout, faites par une ethnologue qui s'appelait Françoise Lottmann, et qui vont être déposées aux archives municipales de Saint-Junien. Donc je cherche, c'est peut-être un petit peu mon côté historien aussi, c'est que je cherche à faire en sorte que on essaye de faire connaître et de faire vivre ces fonds, cette documentation. Voilà, je suis pas le seul. La fédération des confréries et comités travaille aussi dans ce sens. C'est-à-dire que la décision UNESCO, elle a marqué très fort. Enfin, je me souviens au colloque de 2016, par exemple. Je me souviens aussi du colloque qui a été ensuite organisé à Saint-Junien et qui va être publié là sur les reliquaires. Il y a une prise en compte patrimoniale très forte. Il existe un musée des ostensions, à petite échelle, à Ess en Charente. Visite guidée avec Jean-Marie Courriveau, premier bel de la confrérie de Saint-Étienne. Donc ici, la salle des ostensions. Alors dans la vitrine centrale, les reliquaires qui ont été offerts à Ess en 1660, les 2 plus gros reliquaires. Il y a le reliquaire de Saint-Étienne et de Saint-Eugène qui ont été remis en 1880. Et dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en 2010, il a été trouvé un petit reliquaire, enfin une petite relique, dans le tronc de l'église de Confolens, de Saint-Maurice. Et Saint-Maurice a une attache à Ess, puisque la légende veut que Saint-Maurice, qui était venu à Ess, s'est incliné, la mule de Saint-Maurice s'est inclinée devant la mule de Saint-Étienne, et elle a frappé le roc, et ça a créé le pas de la mule. C'est la légende du pas de la mule. Donc on avait cet ostensoir qui ne servait qui n'avait rien. Dans le coup, on a fait une demande à l'évêque et tout ça, et on a mis le reliquaire de Saint-Étienne dans l'ostensoir. Donc on a refait une cérémonie avec deux prêtres, chacun avec leur mule. C'était en 2010, qui se sont rencontrés au milieu de la Pampa, là-bas, puis on a refait l'histoire de la remise de la rencontre de Saint-Étienne et de Saint-Maurice. Alors autour, on peut voir la photo de la garde Ess a la particularité d'avoir une garde. C'est-à-dire que quand nos reliques sortent, il y a 24 jeunes qui l'entourent, armés. Donc là, on commence, une des plus vieilles, je crois, photos, c'est en 1897. Là, on voit pas trop la garde. Mais la plupart des endroits, on voit la garde jusqu'aux dernières et les jeunes qui portent les reliques. Voilà. On a des photos depuis 1880. Avant, depuis 1660, sûrement qu'il y a eu des ostensions, mais est-ce qu'elles ont été régulières? Ça, on n'en sait rien. Les gens viennent au musée, ils voient les reliques. Moi, quand j'étais enfant, les reliques, on les voyait que tous les 7 ans. Elles étaient sous-clés dans un armoire et personne ne les voyait pendant 7 ans. Maintenant, on peut les contempler comme on veut, disons. Bien sûr, la question d'un musée plus ambitieux se pose. À Saint-Junien, le comité des ostensions conserve absolument tout après les ostensions. Costumes, photos, décorations, etc. Ce qui constitue déjà un fonds important. Daniel Audon-Hurel réfléchit à un musée dans sa ville du Dora, dans le nord de la Haute-Vienne, sur une thématique plus large que les seules ostensions, élargie à l'ensemble des objets religieux qui se détériorent dans les greniers des anciens presbytères. Il insiste sur l'urgence de sauver ce patrimoine car, dit-il, nous sommes la dernière génération à le connaître et à savoir à quoi correspondent les objets. Au-delà, il lui semble que pour les ostensions, une section d'un musée existant à Limoges pourrait suffire à donner accès au public à une partie significative de ce patrimoine.
dimension importante du patrimoine religieux, c'est la musique. Sœur Delphine, chantre à la cathédrale de Limoges, y consacre toute son énergie depuis plusieurs années. Sœur Delphine est au micro de Lucie Montibus. Chanter, prier et faire prier. On est vraiment là pour... j'aime pas le mot animer, mais en tout cas, on est là pour aider l'Assemblée à prier, en fait. Donc, on met notre voix au service de la liturgie. On dit chanter la messe. Alors, vous avez donc une chorale, un nombre de personnes qui vient régulièrement chanter avec vous. Combien sont-ils ? Alors, à la cathédrale, on est un petit groupe de solistes, je dirais. On est environ une dizaine de solistes qui nous réunissons quand on peut, en fait, pour chanter soit à l'unisson, soit en polyphonie. Et parallèlement à cela, nous avons un chœur diocésain, donc qui se retrouve à la maison diocésaine, et nous sommes 42. Alors, on vous a invité en route vers les Ostensions Limousine 2023 parce que vous avez effectué un travail massif depuis 1 an et demi de collecte et de récupération de tous les chants, de tous les textes qui vont peut-être donner lieu à un livret. Alors, racontez-nous, d'où est-ce que c'est parti ? Racontez-nous cette histoire. Alors, moi, je suis pas du diocèse. Mais la congrégation est dans le diocèse déjà depuis plusieurs siècles. Et donc, les sœurs anciennes nous parlent toujours des Ostensions, celle de Saint-Léonard, celle de Saint-Julien, enfin voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu, voilà. Et quand je suis arrivée là, on m'a dit, déjà, va falloir prévoir, si tu veux bien, nous aider à animer à la cathédrale. Donc, c'est parti de ce principe de pouvoir animer différentes messes en lien avec les groupes constitutionnaires à la cathédrale. Et je me suis dit, mais quelle est la richesse ? Si ça a traversé les siècles, c'est qu'il doit y avoir des beaux textes. Voilà. L'idée, c'était de dire, demandons aux groupes qui les ont déjà organisés, qu'est-ce qu'ils ont déjà chanté, quels sont les textes qui ont été écrits et qui donnent sens, en fait, à la vie des saints à travers toutes ces dates de rencontres un peu partout sur le diocèse. Alors moi j'aime la musique ancienne, voilà. Et c'est vrai que quand c'est quoi la musique ancienne pour vous ? La musique des 9e, 10e, 11e siècle, donc très ancienne. Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur le diocèse, l'histoire du quartier où je vis, donc le quartier cathédrale, est truffée d'anecdotes, avec entre autres la présence des moines de l'abbaye Saint-Martial et des codex qui peuvent être attachés. Et donc la musique très ancienne et très belle qui a été écrite par les moines. Alors comment est-ce qu'on retrouve toutes ces reliques, tous ces textes anciens ? Eh bien c'est ça qui est bien difficile, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans nos archives. Voilà, on en a quelques-uns textes, mais en fait post-guerre plutôt à la maison diocésaine. Mais voilà, donc en fait la richesse, ça se trouve plutôt dans les églises et dans les livres de paroisse des églises. Alors du coup, vous avez fait appel au comité et aux confréries des Ostensions Limousine. On leur a demandé de chercher dans les livrets, de chercher ce que chantait mamie ou papy, d'envoyer. Donc même s'il n'y avait pas de musique, puisque souvent la plupart du temps c'est marqué sur un air de, et donc on a le nom du cantique ou de la ritournelle de l'époque. Donc, alors ça peut être une bourrée, ça peut être une marche, parce qu'il y a beaucoup de pèlerinages dans les Ostensions. Oui. Vous avez retrouvé des choses vraiment atypiques ? Des bourrées, on en a retrouvé. Des marches, oui, et puis aussi des vieux airs latins, et d'autres que je ne connais pas, mais qui ont l'air d'être chants populaires, mais vraiment des chants populaires. Ils ont utilisé des mélodies, en fait, du quotidien. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'Église. Beaucoup des chants de Noël, que nous chantons, c'était des vieux airs, qu'en fait, sur lesquels on a posé d'autres paroles. Alors, cette collecte, vous l'avez faite, vous avez récupéré donc pas mal d'écrits, d'anciens écrits, des vieux grimoires. Vous avez tout scanné, c'est un travail considérable. Vous en êtes à un corpus de combien de chants ? Là, des vieux chants dont j'ai les partitions, on va dire une trentaine. Après, les archives montent presque à 50, mais je n'ai pas encore les partitions. C'est-à-dire que, en fait, il y a quand même des airs dont je connais même pas les noms. Et donc, quand on me les envoie, je cherche sur Internet pour voir si je peux retrouver des traces. Et certains sont des traces de cantiques qui m'ont l'air d'être protestants, donc ce qui est assez étonnant. Enfin voilà, donc ça demande, du coup, du temps, et ça se fait peu à peu. Voilà. Ouais, il y a une tradition protestante en Limousin qui est... Je pense en Creuse, entre autres. Et donc, du coup, c'est toujours plus compliqué. Et puis, notre tradition, elle a été orale, faut pas l'oublier. Donc, en fait, du coup, on a, sur ton front, ô noble héroïne, c'est l'air, mais je n'ai pas la mélodie. Donc, je sais juste que, du coup, on a utilisé pour Saint-Thirier, par exemple, beaucoup d'airs populaires. Et donc, je cherche la mélodie. Oh
Du coup, ce corpus existe maintenant et vous avez rassemblé plusieurs chanteurs qui vont préparer ces chants, qui vont les préparer à partir de cette année. Oui, il y a des petits groupes de chorales liés donc au groupe ostensionnaire, d'autres qui sont plus conséquents et donc qui se sont joints déjà à nous pour qu'on fasse un premier test et un premier tri entre le mois de mars et le mois de juin de l'an dernier et qu'on voit les chants qui étaient chantables en termes de tessiture, en termes de rythme, ceux qui rendaient bien, c'est-à-dire que, en fait, c'est difficile d'avoir une idée de comment on le chante. Une partition, en fait, surtout quand elle écrit manuscrite, elle ne donne ni le tempo, ni rien, enfin voilà. Et donc, des fois, des paroles sont très jolies, et en fait, de nos jours, on dirait très plan-plan. On voit vraiment que c'est des marches militaires, en fait. Donc, l'idée, c'était commencer à donner vie à ces chants, et de voir lesquels pouvaient vraiment être intéressants pour aujourd'hui. Et voir avec eux ce qu'ils voulaient qu'on modernise, éventuellement si on était en capacité de réécrire. Donc voilà, ça sera pas pour cette année, mais c'est vraiment quelque chose qu'on garde. Il y a vraiment de beaux textes. Il faudrait trouver des auteurs qui sont en capacité de réécrire des mélodies actuelles sur les vieux textes. Et de trouver des chants plus modernes pour faire vivre cette tradition. Il se trouve que quand même localement, beaucoup d'initiatives existent avec les jeunes et les personnes âgées des villes. Donc l'idée, c'est d'arriver à mixer des chants qui ont du sens et que tout le monde connaît, avec des chants qui sont rythmés, joyeux, qui vont intéresser un public plus large. Quel type de chant, justement? On en parlait en préparant cette émission. Donc, il y a plusieurs types de chants que vous allez serrer. Donc, par exemple, des chants locaux oubliés. Est-ce qu'il y aura un hymne central des Ostensions? Alors oui, les chorales ont un peu donné leurs besoins. Ils nous ont dit déjà, on a besoin de chants pour la liturgie. Donc les chants d'entrée, de communion, de sortie. Elles ont exprimé aussi l'idée qu'il puisse y avoir un recueil de chants de procession. Donc là, on retrouverait les chants des villages, des saints des villages, mais aussi des chants plus classiques d'église, des chants à Marie, très importants. Des chants qui pourraient peut-être éventuellement servir pour des veillées de jeunes. Parce qu'il se trouve que quand même, il y a beaucoup d'initiatives sur les paroisses. Donc l'idée, c'est d'avoir des chants de méditation, des chants, joyeux, qui puissent servir aussi, voilà. Oui, il va y avoir un hymne. On l'a pas tranché, on a cherché. Assez large. J'ai demandé à plusieurs groupes liturgiques reliés aux paroisses ostensionnaires de m'envoyer ce qu'elles ont travaillé pour qu'on puisse creuser, en fait, ce qu'elles aiment, ce qu'elles savent chanter. Ce que je ressens de tout ce travail, c'est que c'est un travail en collectif. Vous travaillez ensemble. Oui, le service diocésain de pastoral liturgique, il est vraiment au service du diocèse et des paroisses. Donc nous, on vient en complément, on apporte une connaissance musicale, du temps de recherche aussi, des outils informatiques si c'est nécessaire, des enregistrements, des répétitions. Mais l'idée, c'est vraiment de partir des besoins du terrain et de ce qui se fait, parce qu'en fait, c'est eux la richesse. C'est eux qui ont vécu les Ostensions siècle après siècle. Vous avez récupéré nombre de choses, des partitions, des vidéos, ça on l'a déjà dit. Au fond, maintenant, on a le sentiment que ces chants vont rythmer les Ostensions et vont peut-être redescendre dans les confréries, dans les comités, et chacun va s'en emparer pour les chanter dans tous les villages ostensionnaires. L'idée, c'est avec eux de faire un livret, assez restreint, qui va servir pour cette année, de leur permettre de faire des audios ou des bases de données informatiques pour plus tard, c'est-à-dire qu'ils connaissent et qu'ils savent le patrimoine et qu'ils ne se perdent pas, parce qu'on a un patrimoine en fait oral. Donc il va falloir ou qu'on l'enregistre ou qu'on retrouve les partitions, et ça c'est intéressant pour les années à venir en fait. Donc ça c'est sûr, qu'on puisse garder trace de toutes les belles choses qu'ils vont faire, de tous les groupes en fait qui vont se monter. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est dans 7 ans trouver les auteurs et les compositeurs possibles. Ce qui est intéressant dans la tradition, c'est comment elle reste vivante. Donc à la fois mettre en valeur ce patrimoine qui existe et à la fois le maintenir vivant. Et ça, c'est toujours l'enjeu. Par exemple, il y a un chant, moi, qui m'a touchée lorsqu'on a préparé cette émission. C'est la litanie des saints. Tous les saints des villages ostensionnaires sont évoqués. C'est quand même un moment très fort de la liturgie. Comment est-ce qu'on rend moderne une litanie qui est là depuis très longtemps? Alors c'est tout le problème, parce que la musique, en fait, quel que soit son siècle, elle a ses codes. En termes de rythmique, en termes même d'appui, d'accent, voilà. Et surtout de mise en musique, c'est-à-dire qu'on avait les instruments d'une certaine époque.
Et pour notre époque moderne habituée à la radio, au rock, à plein d'instruments, on est vraiment dans une type de musique qui a formé notre oreille. Donc la musique du début du siècle, par exemple, elle peut paraître, on va dire ça, plan-plan. Anachronique peut-être ? Peut-être pas anachronique, parce que c'est des beaux airs, mais en fait pas dynamique. Voilà, c'est vraiment des marches. Donc la vraie question, c'est comment on n'alourdit pas une marche et comment on la rend joyeuse. C'est sur le rythme, c'est des fois aussi sur l'accompagnement justement musical, sur la polyphonie qu'on peut créer autour de ça. Donc voilà, c'est... Après, il va falloir aussi réécrire parce qu'il y a des paroles tellement belles, mais dont les airs ne sont plus chantables parce qu'on n'a plus les voix en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est une coproduction RCF Charente et RCF Limousin. Les interviews et la réalisation ont été faites par Lucie Montibus, Titouan Stucker, Cécilie Guin, Lucie Tétard et coordonnées par Jean-Louis Ney. Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions pour construire ces épisodes, tout particulièrement la Fédération des confréries limousines et l'association Ostension PCI. Merci également à Sœur Delphine et aux chanteurs de la chorale pour les chants enregistrés alors qu'ils n'étaient encore qu'au stade des premières répétitions. La post-production a été assurée par Fabrice François et Kylian Housseau. La musique du générique est Airship Thunderchild de Otto Allman, proposée en licence gratuite Creative Commons.